Alors, bonjour à tous, ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous pouvez me dire, alors je ne sais pas, il y a Nathalie, Sylvie et monsieur ou madame Lair, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire si, vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Alors vous avez dans la colonne de droite de votre, écran un chat dans lequel vous pouvez nous répondre ou poser des questions. Donc est-ce que vous pouvez me dire, l'un ou l'autre ou plusieurs, si vous nous entendez, si vous me voyez bien? Tac, qu'on sache si c'est bien connecté. Alors, quelqu'un peut-il me répondre? Ou alors c'est que vous m'entendez pas? Vous tapez dans la barre du bas, là, votre message dans le chat. OK. Bon alors Jean-Pierre, merci. Apparemment ça marche. Très bien. Donc on va, attendre, juste l'heure pile pile pour pouvoir commencer. Là, on faisait un petit test pour voir si vous entendez bien et voyez bien nos images et notre son et puis dès qu'il sera l'heure, on pourra démarrer. On va attendre que d'autres personnes se connectent. Là, pour l'instant, vous n'êtes que 4 en ligne, donc je pense qu'on a encore un peu de temps pour avoir d'autres personnes. Encore 3 petites minutes à attendre et puis on va démarrer. Donc pour les autres qui n'ont pas répondu, vous n'avez pas de problème particulier de connexion, pour nous entendre, nous voir? Si ça vous arrive, n'hésitez pas à l'écrire dans le petit chat en bas. On ne pourra peut-être pas faire grand-chose, mais au moins on saura qu'il y a quelques personnes qui ont des difficultés. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Baisser un petit peu. Alors, voilà. On va peut-être mieux me voir comme ça, moins de reflets. Voilà. On y arrive, encore une petite minute de patience et ça va démarrer. Allez. Bon, et ben écoutez, il est 30, donc on va pouvoir commencer. Donc merci à ceux qui sont présents. Sachez que de toute façon, ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le revoir si vous le souhaitez, puis aussi proposer à ceux que vous connaissez de le regarder. Donc on va se présenter tout d'abord. Donc personnellement, je commence, pour ceux qui sont habitués à la prévention médicale, bien, en fait, je suis donc le responsable scientifique de la structure et donc c'est moi qui anime en général ces webinaires. Je m'occupe, spécifiquement de gestion de risque, hein, donc c'est ma spécialité.
je suis médecin. Et donc, je reçois aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Frédéric Denis, qui est chirurgien dentiste, mais il va se présenter sur ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'on l'a sollicité aussi à venir s'exprimer sur ce sujet intéressant qui va concerner beaucoup d'autres personnes que les chirurgiens dentistes, en fait. Merci Docteur Moll, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis chirurgien dentiste, je suis aussi professeur à la faculté de chirurgie dentaire de Tours et j'interviens au titre, j'ai envie de dire, du début de ma carrière où j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du handicap puisque j'ai été praticien hospitalier dans un centre hospitalier spécialisé plus spécifiquement pour la prise en charge de l'handicap psychique. Voilà, donc c'est un sujet qui est intéressant parce que, comme je viens de vous le dire, bien sûr, il intéresse particulièrement les chirurgiens dentistes, mais probablement pas que, puisque les patients qui viennent donc au cabinet sont des patients difficiles au sens où ils ont parfois des handicaps, mais aussi parfois des handicaps physiques et puis parfois des handicaps qui sont mentaux. Donc ça peut aussi être intéressant pour les praticiens, médecins, psychiatres qui adressent ces patients pour qu'ils puissent préparer la venue de leurs patients en cabinet dentaire et puis donc travailler aussi en collaboration avec le praticien dentiste pour améliorer la prise en charge et pour que tout se passe bien. Donc je pense que ça peut vraiment intéresser largement tout un public. Alors du coup, c'est vrai que comme vous n'aurez pas forcément que des spécialistes chirurgiens dentistes, il faudra aussi peut-être qu'on leur explique certaines choses soient plus clairement explicites. Parce que les confrères, ils vont vous comprendre évidemment, les autres sûrement aussi, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément percuter. Donc, ce sera bien de penser que le public n'est pas forcément que spécialisé dans la dentisterie. Donc, voilà, donc la première chose qu'on va peut-être envisager finalement, c'est les typologies de patients que vous recevez, qu'on peut considérer comme difficiles. Enfin, vous allez nous dire si vous les trouvez difficiles ou pas, mais vous pouvez essayer de lister un petit peu les différents types de handicap qu'un médecin, enfin qu'un chirurgien dentiste est amené à voir au cabinet. Puis vous nous direz un petit peu si vous avez une idée sur la proportion de ces patients difficiles dans un cabinet dentaire. D'accord. Eh bien, écoutez, on va essayer de balayer d'abord, dans un premier temps, les différents types de handicaps qui se présentent ou qui peuvent se présenter au sein d'une consultation d'un cabinet dentaire. Donc, très rapidement, hein, sous la forme de définition, mais je pense que c'est important de rappeler un petit peu ces définitions dans le cadre d'un propos introductif. L'handicap physique, on va dire qu'il s'agit d'une altération de la structure du corps qui limite la mobilité ou les fonctions physiques d'une personne. C'est une personne qui peut être amputée, qui peut avoir une paralysie suite à un AVC. Voilà, l'handicap physique est assez identifiable. Et c'est vrai que c'est pas facile d'accéder sur vos fauteuils parce qu'ils sont, c'est un peu, voilà, même quand on est en pleine forme, c'est pas toujours facile de grimper sur le fauteuil du dentiste. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça, on va dire, c'est un handicap. Euh, j'ai envie de dire que c'est pas le plus difficile dans le cadre de la prise en soin au niveau d'un cabinet dentaire. Il y a d'autres handicaps qu'on va décrire qui sont, eux, bien plus difficiles. L'handicap physique est réglé ou est en passe de l'être par l'accessibilité dans le cadre du droit commun, avec toutes les règles qui s'imposent, avec la mise en place aux normes d'un cabinet dentaire pour l'accessibilité, mais on y reviendra un petit peu plus loin dans cet exposé. Parlons de l'handicap sensoriel, qui concerne donc les problèmes de perception, qui peuvent être liés à la perte de la vue ou à la perte de l'ouïe, ou les deux qui se conjuguent. Et pareil, une adaptabilité aussi pour pouvoir améliorer l'accessibilité dans le cadre du droit commun avec un ensemble de règles à respecter pour l'aménagement et l'accessibilité au cabinet dentaire. Là où ça se complique, c'est quand on rentre dans l'handicap mental, l'handicap intellectuel, qui va se caractériser par une diminution des capacités intellectuelles de la personne, avec des difficultés à communiquer et à se faire comprendre, et avec le besoin d'adapter son propos de sorte qu'il soit compréhensible au niveau aux capacités cognitives de la personne. Donc ça demande une période d'adaptation de la part du professionnel de santé, qui doit être en capacité de se faire comprendre et d'adapter un niveau de dialogue suffisamment compréhensible pour la personne. Je pense que dans le cas de l'handicap mental, c'est un challenge. Alors, on va essayer de balayer un petit peu les différents, un petit peu de rentrer un peu plus dans le détail de ces différents handicaps. Donc les handicaps, après vous avez le handicap psychique et puis d'autres handicaps qui sont un peu moins évidents finalement parce qu'ils sont moins visibles.
Alors, l'handicap psychique, je vais m'y arrêter un petit peu parce que l'handicap psychique, bon, on a différents degrés d'handicap psychique qui va de la névrose aux psychoses. On pourra détailler aussi la névrose avec des troubles envahissants, des troubles émotionnels que la personne a conscience, mais qu'elle n'est pas forcément en capacité de gérer, et des troubles psychiques sévères avec des problématiques que la personne n'a pas forcément conscience, n'a pas conscience, pour le coup, qu'elle n'est pas en capacité de gérer sans une aide extérieure et sans une pharmacopée et un accompagnement cognitivo-comportemental qui lui permet d'être accompagné au quotidien. Alors, Donc, dans les troubles psychiques, est-ce que vous mettez, parce qu'il y a des gens qui vont très bien, mais par contre qui ont des phobies du dentiste, en fait, est-ce que vous les mettez là? absolument, c'est une névrose. C'est une névrose, c'est une phobie. Alors, il y a différents types de phobies, mais la phobie du dentiste existe, elle est décrite dans la littérature, et toute une nosologie qui permet de décrire l'ensemble de ces troubles. On y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure dans le cadre des angoisses et la façon de les gérer. Et les névroses liées aux angoisses et aux troubles phobiques sont des troubles psychiques, hein. Mmh. Et parfois, c'est pas forcément, enfin, ça peut être aussi lié à des expériences malheureuses chez des dentistes peu précautionneux. Exactement. On pourrait développer. Mmh. C'est vrai que quand on a eu, alors dans l'exercice courant, quand on a des personnes qui ont eu par exemple des soins dentaires qui se sont mal passés de nombreuses années par le passé, on parle encore 20 ou 30 ans après. Bien sûr, Donc, comme quoi ça peut marquer. bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que, y compris le dentiste, n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir rentrer dans cette relation de soins de façon la plus harmonieuse Bien sûr. possible. Mmh. Et c'est tout l'intérêt aussi des premières consultations, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de la population et encore plus pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr. Alors selon le handicap invisible alors? Alors, le handicap invisible, c'est l'handicap qui ne se voit pas, hein, comme on peut dire, et qui est qu'on va rencontrer de plus en plus, hein. C'est l'ensemble des cortèges des maladies chroniques, hein, avec les progrès de la médecine. On a de plus en plus de patients qui souffrent d'un trouble, mais qui vivent au quotidien avec ce trouble et qui peuvent être empêchés dans le cadre de leur vie quotidienne. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'handicap invisible, pardon. Et donc, alors c'est pas un handicap, mais, pour des patients par exemple qui sont, VIH+, ou des gens qui ont des pathologies, infectieuses en fait chroniques, vous les classez dans ces patients difficiles ou pas? Alors, c'est pas des patients difficiles, mais vous abordez un point sur lequel on aurait pu revenir un petit peu plus loin, mais c'est cette notion d'écran thérapeutique. À partir du moment où vous annoncez enfin, être atteint d'un problème de VIH, d'atteindre d'une schizophrénie, parce que la schizophrénie aussi est stigmatisante. Mmh. Voilà, c'est le mot de stigmatisation qui vient avec cette notion-là. Et à partir du moment où vous annoncez cette problématique de santé, vous avez un phénomène un petit peu de rejet ou de repli, y compris du professionnel de santé. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'écran thérapeutique. Voilà, tout simplement lié peut-être, je pense surtout au problème de l'handicap psychique, à un manque de formation initiale. Le professionnel de santé, chirurgien dentiste, ne connaît pas forcément bien ce qu'est la schizophrénie, quels sont les tenants et les aboutissants. Il est marqué aussi ce qui est dit dans les médias, patient schizophrène est un tueur en série en puissance. Bon voilà, vous voyez, il y a cette notion d'écran thérapeutique qui fait que, y compris à l'heure d'aujourd'hui, les patients qui souffrent de schizophrénie sont moins bien soignés, moins bien pris en charge sur le plan somatique, j'entends, que les patients de la Oui, c'est population générale. oui. Dans tous les domaines d'ailleurs. Pas que par les du point de vue de l'oral, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça c'est voilà, j'ai envie de dire que ça c'est un point, vraiment très important contre lequel il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans le cadre de la formation initiale. On en parlera peut-être un peu plus loin, mais il y a probablement des coopérations à organiser aussi avec les autres professionnels de santé pour essayer de, parce que je pense aussi, on n'en parle pas là, mais peut-être qu'on peut en dire 2 mots. Il y a aussi le problème de la personne âgée en EHPAD et qui sont aussi des problèmes des patients compliqués parce qu'il faut pouvoir les amener, finalement aux soins et c'est pas forcément si simple que ça. Je rajouterais les amener aux justes soins, Oui. Mmh. Mmh. dans le cadre du bien vieillir en santé. Et vous voyez, là on parle on modifie le curseur en termes de prise en charge.
on bascule la focale pas uniquement sur le soin, mais sur la qualité de vie du patient. Et ça change aussi la donne en termes de prise en soin, en termes de raisonnement. Et là, je vous rejoins, on doit rentrer dans une collaboration interprofessionnelle pour assurer les meilleurs soins possibles dans le cadre de la situation globale de la personne, ce qui n'est pas toujours facile à appréhender. Oui, en matière de gestion de risque, on parle beaucoup de travail en équipe, mais l'équipe, elle peut être liée à c'est pas le praticien dans son cabinet, ça peut être ouvert à l'ensemble des professionnels qui concourent à la prise en charge du patient et dans son parcours, en fait. Absolument, oui, 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 oui. Enfin, maintenant, on s'accorde tous sur la notion de professionnel de santé au sens très large, hein. C'est quand on parle pareil de santé publique, la santé publique n'est pas réservée aux personnes qui font de la médecine, hein, de très loin. Voilà. Alors, il nous Ok. reste le handicap cognitif, éventuellement à évoquer, ou neurologique, excusez-moi, j'ai oublié celui-là, mais Handicap neurologique, pour aller très vite, hein, il inclut des troubles du système nerveux central. On peut citer la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, et qui entraîne des problèmes de coordination, de mobilité. Coordination entravée, c'est aussi des difficultés à se brosser les dents efficacement. Il faut savoir que pour pouvoir se brosser les dents efficacement, il faut être capable d'écrire en cursive, donc ce qui veut dire que le brossage nécessite une préhension, une dextérité assez fine. Donc voilà, avec des troubles neurologiques, bah, ça devient difficile d'assurer une hygiène au quotidien. Et puis l'handicap cognitif, qui lui se réfère aux difficultés dans les fonctions cognitives, avec des pertes d'attention, des pertes de la mémoire. Je pense plus aux troubles de personnes âgées, maladie d'Alzheimer, etc. Mais pas que. On a parlé de maladie mentale. La maladie mentale peut évoluer aussi, dans certains cas, selon un mode déficitaire qui entrave les capacités cognitives. est-ce que vous avez, parce qu'il y a aussi là, dans les personnes qui ont des handicaps au sens large, jeunes ou plus ou vieux, il y a aussi beaucoup le problème, l'intérêt d'avoir aussi des accompagnants qui sont partie prenante finalement des soins et que le dentiste peut aussi avoir à éduquer ou à informer en fait. Tout à fait, c'est fondamental. L'accompagnement aux soins et le rôle de l'accompagnant dans les soins, dans la prise en soins, est fondamental. Un exemple, vous avez une personne qui souffre d'un trouble psychique sévère et persistant, que ce soit une dépression, un trouble bipolaire ou un trouble schizophrénique. Il y a une pharmacopée importante que le professionnel de santé ne connaît pas forcément, n'est pas forcément au courant des troubles, n'est pas forcément au courant de l'état de la prise en charge de la personne dans le cadre de sa stabilisation, et n'est pas au courant non plus de l'ensemble des troubles qui composent la maladie mentale. On parlera tout à l'heure de l'ambivalence. C'est un trouble lié à la schizophrénie qu'il faut connaître et qu'il faut appréhender pour éviter de rompre la relation de soins avec le patient. On en dira plus tout à l'heure. Alors, on a pris le parti de parler directement des techniques de sédation, mais c'est pas forcément celles qui sont faites de première intention. Mais bon, comme ça, on va les passer en revue, puis après, on verra s'il y a d'autres moyens que la sédation pour prendre en charge ces patients. Alors, on va parler des médicaments, mais aussi des, entre guillemets, sédations un peu plus agressives. Donc, vous nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, à partir du moment où on a une relation difficile avec le soin dentaire, puisque c'est de ça dont on parle, le problème du soin, c'est qu'il engendre de l'anxiété. Donc, il existe des traitements, une pharmacopée qui permettent de réduire cette anxiété à différents niveaux, hein. Le premier niveau, c'est les benzodiazépines qui, en agissant sur une activité du neurotransmetteur GABA, va permettre d'assurer un effet relaxant sur les personnes. Bon, sans rentrer dans les détails, on connaît tous le Xanax qui peut avoir cet effet d'anxiolyse. Mais quand on a un état d'anxiété plus avancé, je pense notamment dans le cas des anxiétés chroniques, il peut être nécessaire d'utiliser d'autres traitements, et ces traitements sont les antidépresseurs qui vont avoir d'autres modes d'action sur l'anxiété. Et puis, dans le cadre vous parliez tout à l'heure d'une phobie du dentiste, la phobie s'associe souvent de troubles paniques qui peuvent être associés à une accélération du rythme cardiaque, des sueurs, des palpitations, des troubles visuels, etc. Et dans le cadre des soins dentaires, qui peuvent être difficiles de dissocier ou de différencier d'un problème cardiovasculaire qui se joue sur le fauteuil dentaire.
et qui peuvent être très angoissants aussi pour le professionnel de santé, hein, qui n'est pas toujours à même de prendre en charge dans les meilleures conditions et de faire le distinguo entre les deux. Et dans le cadre de ces manifestations somatiques liées à une angoisse très importante, il peut être utile d'utiliser certains traitements comme les bêta-bloquants qui vont permettre de ralentir le rythme cardiaque et de favoriser peut-être, dans le cadre de cette appropriation des soins, cet accompagnement des patients dans le cadre de la prise en charge. Dans ce cas-là, c'est le praticien dentiste qui fait la prescription ou c'est délégué au médecin généraliste ou au médecin qui Alors, prend le patient? c'est plutôt le rôle du médecin généraliste dans ces cas-là. Enfin bon, autant les benzodiazépines, ça c'est à la main du chirurgien dentiste. Les antidépresseurs, c'est autre chose parce que les patients qui sont traités par des antidépresseurs l'ont été avant d'aller chez le dentiste. Et les bêta-bloquants, le problème aussi est connu avant d'aller chez le chirurgien dentiste. Pour autant, il peut être utile d'engager un dialogue avec le prescripteur médecin, mais pour dire, bon ben voilà, ce patient, il a fait une crise de panique chez moi très forte, j'ai pris son pouls, il s'est emballé, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de stabiliser un petit peu ses symptômes pour l'aider aux soins? Est-ce que tu ne pourrais pas engager la prise en charge par des bêta-bloquants? Mais ce n'est pas de l'initiative du chirurgien dentiste qui n'est pas forcément en première ligne pour prescrire ces traitements. D'accord. Après, il y a le gaz. Alors, protoxyde d'azote. Donc, on en entend beaucoup parler du mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. C'est ce qu'on appelle le gaz hilarant, hein, qui est très protocolisé. Il peut s'utiliser également dans les cabinets dentaires et qui va permettre une anxiolyse et par l'inhalation d'un gaz, cet effet relaxant va être obtenu très rapidement, hein, en 2-3 minutes. Il y a très peu de contre-indications à l'utilisation de ce gaz. Y compris pour les Et, enfants? pardon? Y compris pour les enfants? Oui, oui, y compris pour les enfants. Après, on adapte la quantité de gaz inhalé au débit ventilatoire du patient. Donc, il y a des ajustements qui sont à faire. Mais l'effet attendu est relativement rapide et se dissipe aussi très vite à partir du moment où le gaz n'est plus inhalé. Je mettrai quelques petites recommandations ou points d'attention à l'utilisation de ce dispositif, à savoir qu'il peut y avoir, et notamment pour les patients, si vous voulez, les sensations liées à la prise à l'utilisation de ce gaz conduit à à certains détachements, une perception de l'environnement un peu différente de ce que l'on peut percevoir habituellement. Et quand on a des perturbations psychiques, ça peut induire des effets paradoxaux, indépendamment du fait que ce gaz puisse ne pas être toléré par toutes les personnes. Donc j'ai envie de dire que c'est les seules contre-indications ou réserves que je pourrais donner à l'utilisation de ce gaz. Après, il y a un truc enfin, il y a quelque chose qui m'a on a eu quelques cas cliniques là qu'on a analysé à la prévention médicale sur des problématiques de sédation intraveineuse vigile. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus. Est-ce qu'il y a besoin forcément d'un anesthésiste pas loin ou est-ce que ça peut se faire comme ça? Alors, nous en faisons à l'hôpital. Je vais vous répondre sous cette forme-là, en vous disant qu'on utilise cette technique à l'hôpital et bien évidemment en présence d'un anesthésiste réanimateur. Ces techniques s'utilisent dans certains cas bien précis. On va dire que c'est une technique intermédiaire avec les échecs des autres prémédications sédatives dont on vient de parler précédemment et qui s'interpose en amont de l'anesthésie générale, avec aussi certaines limites, à savoir que ça n'exonère pas d'une anesthésie locale ou de complément de produits antalgiques et que dans certains cas, au final, le geste va se terminer quand même sous anesthésie générale. Une fois que je vous ai dit tout ça, je suis à l'hôpital et la réglementation en France est encore assez floue sur la possibilité de réaliser ce type de sédation au cabinet dentaire qui, à mon avis, ne peut s'utiliser qu'en présence d'un anesthésiste. Au Canada, c'est différent, mais les diplômes des formations sont aussi différentes. Donc, voilà. En l'état actuel des choses, si un collègue avait utilisé cette technique, je lui recommande de le faire en présence d'un anesthésiste réanimateur. C'est plus prudent. Absolument. Alors, on avait plusieurs diapos sur ce sujet. Oui, bah écoutez, je viens de dire, en fait, voilà, donc on peut passer assez vite, hein.
Alors, en intramusculaire, c'est à peu près le même principe qu'en IV, non, j'imagine, par rapport à la surveillance? Alors, je le mettrais plutôt oui, alors pas uniquement non, 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 pour moi, c'est, la sédation intramusculaire, c'est une voie, intéressante par rapport à la voie orale. Quand on a des patients qui ne sont pas compliants aux soins, qui, voilà, non coopérants, la voie intramusculaire d'une voie pour l'administration d'un sédatif peut être intéressante. Elle est très peu utilisée, à mon sens, insuffisamment utilisée, elle peut être utile. D'accord. Vous voyez, par exemple, encore une fois, à l'hôpital, et c'est des protocoles que j'utilise à titre personnel, quand on a des patients très, très agités et très, très phobiques, enfin, voilà, des patients très marqués par l'handicap psychique, voire mental, on peut administrer, par exemple, du Loxapac, Mmh. un neuroleptique d'action rapide et qui se dissipe aussi assez rapidement, qui permet finalement d'aller aux soins plus facilement. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être un peu moins connu de nos confrères, c'est l'hypnose. Parce qu'on fait beaucoup ça à l'hôpital, mais je ne sais pas, dans les cabinets dentaires, on utilise beaucoup l'hypnose. Alors si, l'hypnose est utilisée en cabinet dentaire. On a des confrères qui sont, formés, qui ont écrit beaucoup de bouquins sur, la prise en charge sous hypnose. Donc, bon voilà, c'est, la recherche d'une sédation par un état hypnotique, avec des suggestions, verbales qui sont réalisées. Encore une fois, un bémol en ce qui me concerne, notamment dans le cas de ces suggestions qui peuvent induire des effets paradoxaux chez les patients psychotiques. Donc, attention, voilà. Et puis certaines personnes qui ne sont pas forcément réceptives à ce type de prise en charge. Mais c'est une technique alternative qu'il faut utiliser, qui marche bien dans certains cas, mais avec les restrictions que je viens Elle n'est d'apporter. pas invasive, c'est déjà ça. Est-ce que vous conseilleriez, aux confrères qui rencontrent ces patients, de les adresser à des spécialistes ou bien de les garder quand même dans leur cabinet? Tous ces patients compliqués là, qu'on vient d'évoquer, notamment ceux qui ont vraiment des problèmes psychotiques, des choses comme ça qui sont même assez compliquées? Alors, Ouais. euh, ça, j'ai envie de dire que ça dépend des compétences du praticien et de son niveau d'implication. Moi, je recommanderais toujours de s'entourer d'un maximum d'informations complémentaires concernant le patient et que dans certains cas, la prise en charge pluridisciplinaire est très Ouais, utile pour améliorer, enfin, pour assurer la meilleure prise en charge possible. OK. Et très vite, on arrive aussi à une limitation des prises en charge, et ça c'est une réflexion plus globale qu'on rencontre dans le cadre de la prise en charge du handicap, c'est la limitation d'accès au plateau technique. C'est ça. Alors on va peut-être parler aussi, quand même des règles qui sont aujourd'hui probablement des règles, un peu inscrites en dur sur l'accessibilité au cabinet dentaire. Parce qu'il y a des réglementations probablement pour ça maintenant? Ah oui, oui, ah bah ça, la réglementation maintenant, elle existe, hein. Dans le cadre du droit commun, chaque personne doit pouvoir accéder à tout lieu public. Donc, il y a des recommandations. Si un confrère souhaite maintenant rénover son cabinet dentaire ou construire un cabinet ex nihilo, l'architecte va suivre les règles et la législation qui impose des rampes d'accès, des ascenseurs, des cheminements qui doivent être facilités, la possibilité d'avoir des toilettes accessibles où les personnes en fauteuil roulant puissent se mobiliser avec des poignées de porte adaptées, etc. Enfin, il y a un ensemble de règles très précises pour assurer cette accessibilité, hein. Mais il n'y a pas que l'accessibilité motrice, on va dire, il y a d'autres règles pour d'autres handicaps? Absolument, c'est aussi la signalétique qui doit être, favorisée, pour les personnes malvoyantes, des indications en braille sur, les circuits de circulation, des outils de communication adaptés, pour les personnes malentendantes doit être aussi mis en place. Bref, le cabinet dentaire est un lieu qui accueille du public et à ce titre doit permettre ou assurer l'accessibilité à toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap. OK, donc en fait, maintenant on va essayer de regarder un petit peu on va zoomer un petit peu sur différents types de problèmes, notamment, on va commencer d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on va commencer par les enfants. Alors les enfants, commençons par les enfants.
Alors les enfants, c'est pas tous les enfants qui sont difficiles à prendre en charge, mais l'enfant, il a une psychologie qui lui est propre, des représentations qui lui sont propres, et je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit quand on prend en charge un enfant. Donc, d'abord, la première des choses, se mettre aussi dans la tête que le cabinet dentaire est un environnement anxiogène de nature, hein. Moi, je suis maintenant chirurgien dentiste, mais quand j'étais petit, je me souviens de ma première rentrée dans un cabinet dentaire. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'odeur et les bruits. Et oui, Des bruits très stressants, stridents, et une odeur de clou de girofle qui est le marquage en fait d'un cabinet dentaire, hein. Bon, voilà, et puis l'utilisation d'outils piquants, coupants, tranchants, enfin voilà, avec des. Bon. Donc, c'est un environnement anxiogène, le cabinet dentaire. Donc, une première étape, je pense, pour un enfant, c'est qu'il accompagne déjà son papa ou sa maman et puis qu'il lui fasse visiter l'environnement, qu'il connaisse, enfin, qu'il rencontre la personne qui sera amenée à le soigner. après ça dépend de leur âge évidemment, mais Ah bah oui, 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 tout à fait, bien sûr, mais 6-7 ans, voire un plus petit, voilà, c'est important qu'il rencontre son premier environnement. Et puis, il y a des techniques au cours du soin qui peuvent être utilisées, c'est les techniques de distraction. Dans certains cabinets, il y a des dessins animés qui passent sur des écrans vidéo ou des musiques qui sont positionnées. Tout ça, c'est un but, hein, c'est d'assurer une distraction pendant le soin pour détourner l'attention de l'enfant, pour faire que le soin se passe dans les meilleures conditions. Puis on ne le dit pas assez, utiliser des outils adaptés, bien évidemment. Il ne nous viendrait pas à l'idée de donner une grosse brosse à dents d'adulte pour brosser des dents d'enfant. Et puis, faire aussi que ces outils aient un aspect ludique. oui. Je pense au brossage dentaire, par exemple. Si on parle de prévention des risques, l'important, c'est d'inculquer très tôt à l'enfant cette notion de brossage, d'élimination de la plaque dentaire. Mais au travers du brossage, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est à faire que l'enfant, de façon régulière, par une accroche motivationnelle, aille se brosser les dents. Et cette accroche motivationnelle, c'est quoi? C'est une brosse à dents avec des couleurs chatoyantes, agréables, etc., qui donne envie de se brosser les dents. Du plaisir quoi. Exactement, cette notion plaisir. Et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau marketing pour faire qu'une brosse à dents d'un enfant de 6 ans corresponde à ce besoin. Le besoin évolue aussi en fonction de la psychologie de l'enfant et en fonction de l'âge. Et la brosse à dents va évoluer aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Donc il y a une partie pédagogique aussi évidemment dans la prise en Ah charge. bah oui, oui, alors ça, on a une grande tel Chouandou, hein, montrer en fait ce qu'on veut faire et puis expliquer. Donc commencer par expliquer ce qu'on va faire, expliquer à l'enfant ce que vous allez faire et lui montrer les étapes pour le faire. Ça permet de préparer, voilà, je suis moins anxieux si je sais ce que l'on va me faire et les outils qu'on va utiliser. Ça marche aussi pour les adultes, hein. C'est vrai aussi pour les adultes, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je dis pour les personnes en situation de handicap psychique ou qui ont des troubles, enfin, une diminution des capacités intellectuelles, c'est comme des enfants. Donc, ce que je dis là pour les enfants, c'est vrai aussi pour ce type de handicap. Mais j'allais dire même pour des adultes, non, enfin on va dire entre guillemets «sans problème particulier», l'expliquer expliquer ce qu'on fait, c'est pas du luxe non plus, hein, parce qu'on a besoin aussi de comprendre ce que le dentiste va nous faire et ce qu'il va faire et ça permet Bien sûr, d'apporter aussi d'aider au fait que le patient va devenir un vrai partenaire dans sa prise en charge en fait, hein. bien sûr, tout à fait d'accord, bien sûr. Et puis dans ce jeu pour rentrer dans la relation de soins, on peut utiliser aussi des jeux de rôle. Donc, expliquer comment on va pratiquer les soins dentaires, donner à l'enfant la possibilité de toucher les outils. Moi, je leur dis: «Regarde, tu vois l'instrument que je vais utiliser, il pique pas, regarde, tu peux mettre ton doigt dessus, il ne fait pas mal du tout». Vous voyez, c'est des petits exemples qui permettent d'avancer dans la relation avec l'enfant. Il faut bien évidemment l'encourager aussi, encourager sa participation. Et c'est ça, c'est construire une relation de soins dans le temps et puis encourager les efforts de l'enfant qui vient vous voir de façon régulière. Et puis, voilà,
c'est du bon sens, mais Et même, il y a peut-être, parce que dans les soins classiques, enfin autres que dentaires, il y a aussi ce qu'on appelle l'hôpital des nounours. Vous savez, on donne aux enfants un nounours et puis on lui fait faire sur le nounours finalement les gestes qu'on va lui faire à lui. Donc ça fait partie un peu de ce genre de jeu de rôle. Est-ce qu'il y a aussi une tenue, parce que par exemple, je vois dans les services de pédiatrie, souvent les médecins ont des tenues un peu plus sympas que la blouse blanche pour essayer de ne pas faire peur, en fait, tout simplement. tout à fait, oui, non, non, mais ça, les enfants, c'est un public bien particulier qui nécessite d'abord un environnement particulier, euh, une approche particulière des accompagnants, des aidants. Vous voyez, à l'hôpital, on est dans une réflexion pour aménager l'espace de prise en charge des enfants avec une salle d'attente dédiée, spécifique, isolée des adultes, pour plein de raisons, hein, parce que les enfants ne sont pas ceux des adultes, etc., etc. Et puis l'aménagement du lieu de soins Et aussi. l'ergonomie des fauteuils, là, ils sont adaptés plutôt à des adultes. Est-ce qu'il y a des ergonomies particulières pour les enfants, les petits ou les personnes de petite taille d'ailleurs? Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. On a des fauteuils qui peuvent s'ajuster en fonction de la taille de l'enfant, des coussins adaptés. Et c'est la même chose aussi pour les personnes en fauteuil roulant, hein, où on a des dispositifs qui permettent de mobiliser la personne, enfin, de prendre en charge la personne dans son fauteuil roulant en mobilisant le fauteuil roulant sur ce chariot spécifique, bien sûr. Bien. Et alors après, donc on n'avait pas parlé trop des enfants dans la première partie de cette conférence, mais du coup là, on va peut-être faire un zoom maintenant sur les aspects de symptômes, tout ce qui concerne les problèmes psychiques, et en particulier sur les choses quand même plus compliquées que la schizophrénie par exemple. Alors on n'a pas fini parce on avait récompensé les efforts. Oui, c'était les aspects un petit peu de plaisir pour les enfants. Oui, oui, bah voilà, bah, on en a parlé hein, sur Comment on leur donne de faire sur le ours. bonbons. Voilà, non, non, mais ça c'est. Et puis j'ai envie de dire, prendre en charge un enfant pour un professionnel, c'est source aussi de tensions très importantes. Parce qu'il faut faire preuve de beaucoup d'attention. Le stress de l'enfant, on le ressent aussi. Enfin, c'est un challenge aussi de prendre de façon efficace. Il faut prendre beaucoup sur soi pour pas induire de mauvais comportements dans le cadre de la prise En en fait, charge. si on est anxieux de prendre en charge, un enfant ou un patient, on peut transmettre cette anxiété en fait, aux patients. Complètement, Surtout les complètement. enfants qui sont des éponges, hein. Exactement, exactement. Alors sur les problèmes psychiques, donc on va avancer un petit peu sur, tout ce qui est schizophrénie et autres troubles. Il y a peut-être les autistes aussi qui sont des sujets intéressants, enfin en tout cas ceux qui ont des pathologies qui relèvent du spectre de l'autisme. Donc Alors, sur, voilà. sur, sur la schizophrénie, un petit point quand même pour expliquer, parce que il y a beaucoup d'incompréhension dans le grand public, hein, j'ai envie de dire même chez les professionnels de santé, sur ce qu'est la schizophrénie. Donc, on est bien d'accord, c'est un trouble sévère euh, et persistant de la maladie mentale. C'est une psychose qui se caractérise à la fois par des symptômes dits positifs et des symptômes dits négatifs. Symptômes positifs sous la forme d'hallucinations, de délire, de dissociation psychique, et puis des troubles de la métacognition. Et on a aussi des symptômes dits négatifs qui, eux, se caractérisent par un repli sur soi, une avolition, des symptômes dépressifs. Et bien que ce ne soit pas une pathologie liée à des troubles intellectuels, des déficits intellectuels, c'est quand même une maladie qui peut évoluer dans certains cas selon un mode déficitaire. Une fois qu'on a dit ça, prenons le cas de ce patient qu'on a nommé M. Dupont, mais peu importe, qui a une quarantaine d'années, qui souffre de schizophrénie, donc le diagnostic a été posé, et qui n'a pas vu de dentiste depuis très longtemps. C'est souvent le cas dans ces populations qui arrivent tardivement aux soins somatiques après un état d'incurie souvent très marqué. Et il est accompagné de sa mère qui l'emmène à la consultation dentaire et qui a réussi quand même enfin à le faire franchir le seuil d'un cabinet dentaire. Donc ce patient s'installe sur votre fauteuil, sur notre fauteuil, et dit, au bout d'un moment, je ne veux pas me faire soigner. Donc on est dans un cas d'un des symptômes de la maladie mentale, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Et cette ambivalence, eh bien, il faut être capable de la gérer. Et c'est toute la difficulté, parce que vous allez vous trouver avec un patient qui va vous dire je veux me faire soigner, mais qui dans le même temps dit je ne suis plus d'accord pour ce soin. Comment aborder ces patientèles dans les cabinets qui sont surchargés, avec des rendez-vous qui sont tellement difficiles à obtenir, et qui vont nécessiter dans ce cas un petit peu de ténacité, donc pour
pas considéré comme définitif, en fait, et un refus qui peut paraître comme théorique, mais c'est néanmoins le choix du patient, hein, donc il faut le respecter, donc il faut quand même s'engager dans une discussion avec le patient pour le tenter de lui faire changer sa représentation ou de son non-besoin de soins. Il faut faire preuve dans ce cas-là de beaucoup d'inventivité, et la personne accompagnante a un rôle très important à jouer. C'est une personne d'appui fondamentale pour l'aider à l'engager dans cette relation de soins. Et puis, bien évidemment, il faut faire preuve de sollicitude parce que, ma foi, il faut rester disponible, accepter que c'est peut-être pas forcément le moment opportun pour ce soin, mais laisser la porte ouverte à ce que ce patient refranchisse la porte de votre cabinet. Ça veut dire aussi qu'il faut du temps. Exactement. Dit autrement, il faut du Voilà, temps. donc on s'organise peut-être dans les rendez-vous pour que cette personne-là, elle passe un moment où il y a suffisamment de temps pour le prendre en charge, discuter avec lui, etc. Il faut du temps et beaucoup d'empathie de l'ensemble du personnel pour arriver à amener ces patients aux soins. Voilà, et c'est qu'à ce titre que la relation de soins pourra être établie et qu'on pourra améliorer l'état somatique de ces personnes. Juste un point, hein, la première cause de mortalité, c'est pas la maladie mentale, hein. Ben non. C'est les troubles cardiovasculaires. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les troubles bucco-dentaires. J'ai envie de vous dire oui et non, parce que l'incurie somatique, elle est très large et très transversale. Elle se manifeste dans tous les aspects, y compris bucco-dentaire, qui est un marqueur social très très fort dans le cas de ces pathologies. Bon, j'imagine que des enfants, évidemment, vous en avez beaucoup, vous en voyez forcément beaucoup, mais des patients avec des troubles psychiques, est-ce que c'est une population fréquente dans les cabinets dentaires ou c'est plus rare et donc, du coup, le praticien est moins forcément habitué à les recevoir, donc forcément avec des compétences qui ne sont pas forcément les bonnes, quoi. Alors, des patients qui souffrent de névrose, on en a beaucoup. Ça, sans doute. Et encore plus depuis la crise Covid. Oui, après, l'handicap psychique sévère, c'est autre chose. C'est des patients qui sont souvent dans un circuit de prise en charge hospitalière. Pour autant, dans le cadre de la sectorisation, il suffit qu'on soit installé à côté d'un centre médico-psychologique pour être amené à prendre en charge ces patients. Donc la proportion, alors je vais vous le dire autrement, 1% de la population mondiale représente la population des patients schizophrènes, 2 à 3% des patients souffrant de troubles bipolaires. Donc ce n'est pas une proportion de patients très importante. Pour autant, on en aura un jour ou un autre dans nos cabinets dentaires. Alors justement, là, les personnes qui sont connectées, je suppose que dans la liste, il y a des chirurgiens dentistes. Est-ce que certains d'entre vous pourraient nous dire si vous avez eu l'occasion de prendre en charge ces patients difficiles et si ça vous a posé un problème? Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu s'il y a des témoignages. N'hésitez pas à nous dire, hein, bah oui, on a vu ou non, on n'a pas vu. On vous laisse le temps, puis on prendra les réactions s'il y en a. Donc, si on poursuit sur les aspects de la problème des troubles psychiques, donc le handicap mental, sur la communication, la compréhension. Alors, l'handicap mental, c'est la difficulté dans le cadre des diminutions des faibles capacités intellectuelles à différents niveaux, hein, du reste, sans les caractériser. C'est la difficulté pour la personne d'exprimer ses besoins, bien sûr. Et puis, donc ça, dans le cadre de la relation de soins, de la compréhension des besoins, mais aussi dans le cadre des soins tout court, où la personne n'est pas forcément en capacité d'exprimer un problème, par exemple, d'un besoin de déglutition, qui peut parfois entraîner des problèmes de fausse route. Voilà. Donc, il faut être attentif à ce type de population qui ont du mal à exprimer, à verbaliser leurs besoins, et en retour, le professionnel a du mal à comprendre quelles sont les attentes spécifiques de ces personnes. Souvent, on nous amène ces personnes et les accompagnants dans les structures d'accueil qui disent « il se plaint, il met sa main à la bouche, il a du mal à manger, c'est un problème dentaire ». Bon, on a besoin d'un peu plus d'informations pour investiguer un peu plus cette problématique. Vous voyez, donc dans le cadre de l'handicap mental, on est franchement dans cette configuration.
Alors selon, il y a le handicap mental et puis il y a aussi, on n'a pas beaucoup, mais vous en parlez, on n'a pas beaucoup évoqué le problème de la déglutition, mais peut-être vous en parlez un peu plus loin. C'est un sujet aussi, là, le problème de la déglutition. Complètement, complètement. Surtout chez les personnes fortement marquées par un handicap, souffrance néonatale et autres, qui peuvent avoir des problèmes liés à la sphère ORL et qui sont amplifiés aussi par la position en hyperextension dans laquelle on peut positionner les patients pour réaliser les soins, on va dire, dans des conditions à peu près acceptables. Et cette hyperextension ne favorise pas le réflexe de déglutition. Et un patient qui ne déglutit pas avec les instruments qu'on utilise, notamment avec de l'eau qu'on projette pour aller réaliser les soins, peut induire des fausses routes. Alors, indépendamment des problèmes d'ingestion, c'est les problèmes d'inhalation qui peuvent poser problème et qui peuvent avoir des conséquences graves si on n'y prête pas attention. Donc il faut être en capacité d'avoir un œil attentif quand on fait des soins sur ce type de patient. Je dis toujours aux personnes qui m'assistent, regardez si la personne n'a pas des problèmes de déglutition ou s'il n'y a pas trop d'eau dans la cavité buccale, faites bien attention à aspirer. Dans certains cas, on est amené même à réduire le débit d'eau pour éviter tous ces problèmes. Et puis, je fais des pauses dans les soins pour essayer aussi de stimuler cette déglutition. Je préfère qu'il y ait une déglutition qui se fasse, qu'il n'y ait pas de déglutition du tout, et que les voies aérodigestives ne soient pas protégées. Parce que c'est pas si facile que ça finalement quand on est dans le fauteuil avec de l'eau dans la bouche et tout ça pendant que les soins se font, même quand on n'a pas de problème particulier, de savoir à quel moment on peut déglutir. Tout à fait, exactement. Ben, imaginez une personne qui a pas naturellement, mais de fait de son handicap, des problèmes de déglutition, pour lesquels des aliments qui sont adaptés, on a de l'eau gélifiée qui est utilisée justement pour ces raisons-là. Donc, si on utilise de l'eau gélifiée, nous, on utilise de l'eau projetée, donc avec les conséquences que ça peut avoir. Je pense qu'on n'est pas suffisamment conscient de ça. Moi, je vois avec mes étudiants, je leur dis, mais attention, vous ne vous rendez pas compte, cette personne-là a des problèmes de déglutition majeurs. Faites attention à réduire vos débits d'eau, à ne pas utiliser d'eau, à utiliser votre canule d'aspiration en complément de l'eau que vous projetez pour éviter tous ces risques-là. Et faites des pauses dans les soins pour stimuler la déglutition du patient. D'ailleurs, on avait parlé donc toujours dans les aspects d'information, ça se fait comment? En amont, pendant au moment du premier rendez-vous? Alors, ça, la communication, il y a énormément de dispositifs qui existent, adaptés aux différents types de handicap. On a parlé des indications en braille pour accéder au cabinet dentaire. Après, il y a toutes les pictogrammes qui peuvent être utilisés, la méthode Teach, qui sont très efficaces pour les personnes qui souffrent du spectre autistique, des troubles du spectre autistique, pour se repérer, avoir des repères aussi temporels qui permettent de se situer dans le temps pour aborder les soins dentaires et puis repérer aussi toutes les séquences pour les identifier, les démystifier et donc diminuer le niveau d'angoisse par rapport à l'acte qui va être réalisé. Oui, bien sûr, c'est très important de communiquer en amont avec tous les outils possibles et à disposition. Et pourquoi pas utiliser aussi des soins qui peuvent être simulés en amont, mais en fait, toutes ces techniques visent à anticiper en fait l'acte à réaliser. Alors, ça veut dire que aussi, pour ce type de patients, vraiment, il faut vraiment prévoir du temps parce que si on doit les prendre à l'avance pour leur présenter le cabinet, pour essayer de les rassurer, de les habituer en fait aux soins, ça nécessite quand même de l'anticipation, du temps et de la disponibilité du dentiste, hein. Alors, ça nécessite exactement énormément de temps et puis beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'outils spécialisés et de personnes formées aussi pour pouvoir accompagner à ces consultations. Donc là, on avait sur cette diapo, on en a un petit peu parlé précédemment, mais on reprenait les problèmes sur la déglutition, mais on en a déjà un peu parlé. Sur l'hypersensibilité aussi de certains stimuli qui sont, il y a beaucoup de lumière dans un cabinet dentaire et beaucoup de bruit. Exactement. Ça doit aussi impacter certaines personnes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La lumière du cialytique, faire attention à ne pas trop la mettre en vision directe sur les yeux du patient, notamment les personnes, encore une fois, qui souffrent du spectre autistique, qui ont des problèmes sensoriaux exacerbés avec la lumière, par exemple, les bruits aussi, qui sont très difficiles à gérer dans un cabinet dentaire, encore une fois, avec tous ces stimuli qui arrivent en pleine face ou de plein front avec ces personnes-là, donc difficile à gérer, bien sûr. Vous pouvez nous commenter les 2 petites photos qui sont sur le côté droit? Parce que moi, je suis pas dentiste, donc je crois deviner, mais je suis pas sûre. Alors, en fait, ça, c'était simplement pour dire qu'on utilise, en fait, des instruments, on a la main armée, hein, Ouais. avec, donc important de s'assurer de la bonne mise en place des dispositifs qu'on utilise pour travailler en bouche, c'est comme ça qu'on dit, pour éviter que ces instruments glissent dans la cavité buccale à tout moment. Donc, s'assurer d'une bonne stabilité, d'une bonne préemption de ces instruments, d'assurer que ces instruments ne puissent pas nous glisser des mains et tomber dans la cavité buccale. Encore une fois, avec un réflexe de déglutition, le patient arrive à expulser l'instrument qui a été tombé malencontreusement. Sans réflexe de déglutition, ça peut avoir des conséquences C'est graves. l'instrument ou bien les déchets du son? C'est tout, ça peut être les pixels, les instruments, l'eau, voilà. Et pour répondre à votre question, j'ai pas répondu, décidément. C'est des instruments qu'on utilise pour dévitaliser les dents, donc enlever les tissus pulpaires à l'intérieur d'une dent pour la dévitaliser. Et ce qu'on a en dessous, c'est du champ? Oui, c'est un champ opératoire Mmh. qui permet d'isoler la dent pour éviter l'ensemencement bactérien au moment des soins. Alors on a aussi des gens qui sont, en soutien éventuellement. Alors vos les assistants dentaires, mais ça peut être d'autres personnes? Alors, l'assistant dentaire, mais l'accompagnant aussi, qui est très important. Alors, l'accompagnant de toute nature, hein, ça peut être l'accompagnant familial, mais ça peut être aussi l'infirmière de la personne ou l'aide-soignante ou l'assistante sociale qui vient en soutien aussi. Il est très important de questionner ces personnes qui connaissent très très bien les habitudes de la personne à soigner et qui sont un renfort précieux pour pouvoir accompagner pour moi, elles font partie de l'équipe, en fait, hein, elles permettent de renseigner en amont, donner des informations médicales, mais pas que, sur les habitudes de vie. J'ai l'image d'un patient qui avait besoin de tout le temps son journal pour se rassurer. Ben, écoutez, on lui laissait son journal pendant les soins. D'autres qui avaient des musiques spécifiques, ben, on le laissait écouter sa musique. Voilà, c'est des éléments précieux hein, pour aller aux soins. On gagne énormément de temps. Et vous avez parlé tout à l'heure de la stimulation de la déglutition. Alors il y a quelques petites façons de s'y prendre, on va dire? Alors, il y a plein de techniques. Moi, une technique que j'aime bien, et puis bon, on peut passer les autres très rapidement, c'est de stimuler un petit peu la glotte, là, qui permet de stimuler la déglutition, surtout quand le patient est en hyperextension. Ça, c'est une stimulation tactile, hein. Ça peut être aussi toucher les lèvres, mais aussi il y a des stimulations thermiques qui permettent voilà, de favoriser la déglutition, la stimulation gustative, qui peut s'utiliser aussi pendant le soin et la stimulation visuelle. Mais pour moi, de loin, dans le cadre des soins dentaires, c'est la stimulation tactile qui permet de stimuler la déglutition qui est la plus abordable et la plus accessible. Alors en regardant le PowerPoint que vous nous avez envoyé, je trouvais, on parle de la technique du drap, donc sur la prise en charge des patients qui ont des problèmes, on va dire, enfin c'est une sorte de système de contention douce en fait? Voilà, alors le mot contention, j'aime pas, mais c'est une c'est une sorte de cocon protecteur en fait pour le patient qui est enveloppé dans un drap, qu'on appelle le drap protecteur. Quand vous êtes dans un cocon, vous avez l'impression d'être protégé, donc c'est une façon de diminuer un petit peu de réduire le stress par rapport à votre environnement, vous recroquevillant dans votre cocon. Et au-delà de ça, ça permet aussi pour les personnes qui peuvent avoir des mouvements incontrôlés d'assurer de contrôler en fait ces mouvements-là. Voilà. Donc la technique du drap, c'est une technique qui me semblait intéressante de vous exposer parce que je l'ai apprise en psychiatrie
Et y compris dans le cadre des soins dentaires, ça peut être utile et je préfère de loin ces techniques-là, une technique de contention voilà, manuelle. Voilà. Donc, on va expliquer un petit peu comment ça marche. Oh, très simplement, il suffit d'envelopper en respectant la personne du mieux possible dans un drap propre, bien évidemment, pour pendant le soin, quoi. Et puis après, alors c'est pas la peine de l'attacher forcément, hein, mais simplement envoyer d'envelopper la personne, et puis après de retirer ce drap tout autant en respectant tout autant la personne en l'enlevant après les soins réalisés. Donc voilà. J'interrogeais le public, là, savoir s'ils connaissaient, s'ils utilisaient cette technique du drap. Donc, si certains d'entre vous la connaissent ou ne la connaissent pas, dites-moi. Parce que moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce truc-là, mais c'est efficace alors, c'est pratique. Bah, je vous dis, c'est un double aspect. Ça évite les mouvements incontrôlés du patient au moment du soin, donc éviter qu'il se blesse en emportant la main du dentiste au cours du soin. Et puis, c'est un rôle aussi de cocon, de confinement, ça rassure un peu les patients, de les mettre un peu dans une bulle, vous voyez. D'accord. Et vous avez vous avez déjà fait ça avec quel type de patient, du coup, dans votre expérience? Patients psychotiques, fortement déficitaires, patients avec des handicaps mentaux lourds, voilà, accompagnés ou pas d'une sédation. Et il y a des patients qui ont des mouvements incontrôlables, en fait, qui sont liés à leur handicap, hein. Est-ce que c'est Ah bah ouais. complètement. Mmh. Tout à fait. Donc ça, voilà, c'est une façon de les protéger hein, aussi, hein, de les protéger. Encore une fois, on utilise des outils contendants. La turbine, ça tourne à 300 000 tours minute. On peut vite déraper et faire des dégâts, Bien. quoi. Donc là, les réponses des internautes, c'est connu mais pas utilisé. Ah, Voilà. Alors, on avait dans la suite, vous nous aviez, bon là, vous avez expliqué un petit peu comment on défait le drap. Et donc, vous avez un autre exemple, en fait. oui, au travers. Alors, je suis désolé d'avoir fait un focus sur la maladie mentale, mais vous avez compris mon tropisme Malgré tout, c'est sur cet handicap. intéressant. Oui, je voulais évoquer en fait un patient qui souffre de troubles psychiques sévères et qui est amené à se présenter dans un cabinet dentaire dans un état d'acurie sévère, ce qui est souvent le cas hein, Bah de oui. ce type de patientèle, pour un abcès dentaire, encore une fois, assez classique, et accompagné de son infirmière. On considère que dans le cadre de cette prise en charge, l'infirmière s'est déplacée avec le malade et qui présente une flopée de médicaments qui est presque une liste à l'après-vert, avec des antipsychotiques de première et de seconde génération. Et j'avais envie un petit peu de vous décrire comment il était important, enfin, comment, à mon sens, il était important d'intégrer toutes ces problématiques dans le cas de l'handicap psychique si on voulait aborder la personne dans le cadre d'une prise en charge globale. Oui. Alors, c'est un peu le dessin qu'on a, enfin, l'espèce de petit schéma qu'on a de ça. C'est ça. Donc, comment situer en fait la santé orale dans le cadre de la maladie mentale? Donc, on a vu déjà que la maladie mentale était multiple et variée, qu'elle nécessitait la prise de traitements antipsychotiques pour stabiliser cette maladie mentale qui est une maladie chronique, donc il faudra prendre ces traitements au long cours. Une pharmacopée avec des antipsychotiques de première génération qui ont des effets neurologiques. Quand je dis des effets neurologiques, c'est des tremblements qui peuvent être induits, c'est des problèmes de myasthénie, c'est des problèmes de troubles de la déglutition et qui seront persistants tant bien même que les traitements seront arrêtés. Mmh. Donc ces effets neurologiques, si je vous parle de tremblement, je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir se brosser les dents efficacement, il fallait être capable d'écrire en cursive. Vous voyez bien aussi l'incapacité de se brosser les dents efficacement, tant bien même que le patient ait cette accroche motivationnelle pour le faire. Donc, ce qui suppose, c'est que derrière, il nécessite un accompagnement à l'hygiène au quotidien qui est insuffisamment réalisé dans les structures dans lesquelles ces personnes sont hébergées. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, Aussi, pardon. qui ont des problèmes de temps personnel souvent, c'est pour ça aussi que ça se passe. Oui, oui, absolument, oui, mais ça, indépendamment je suis tout à fait d'accord sur le manque de personnel.
Pour autant, voilà, ces personnes ont besoin d'accompagnement, elles ne peuvent pas réaliser, pour des raisons purement liées aux effets secondaires des traitements, l'hygiène nécessaire au quotidien, bucco-dentaire. On a les antipsychotiques, eux, de seconde génération, qui ont moins d'effets neurologiques, mais beaucoup d'effets métaboliques, avec les problèmes de syndrome métabolique, les problèmes inflammatoires qui peuvent en résulter, problèmes inflammatoires qui peuvent avoir des effets cardiovasculaires, mais aussi des problèmes en lien avec l'aggravation des maladies parodontales. On a vu que dans les troubles psychiques, on avait cette incurie qui était un petit peu récurrente aux troubles, donc qui induisent aussi une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et puis, quand vous êtes en situation de handicap psychique, vous vous trouvez très vite en précarité sociale parce que vous n'êtes pas en capacité de travailler, vous êtes des faibles ressources. Or, les soins dentaires coûtent cher. Et puis, un autre élément qui vient se surrajouter, c'est que dans le cadre de l'handicap mental, pour apaiser les angoisses dont on a parlé tout à l'heure, souvent on se réfugie dans des substances comme le tabac, l'alcool ou des substances psychoactives qui aggravent l'état bucco-dentaire et qui aggravent aussi, encore une fois, l'état psychique. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut tenir compte si on veut prendre en charge dans la globalité la personne souffrant de troubles psychiques. Et une fois qu'on a dit ça, ce sont des patients fragiles. Ce sont des patients fragiles. Sur le plan, voilà, donc c'est des patients qui nécessitent, qui seront plus sensibles aux infections, c'est des patients qui seront plus sensibles à l'ensemble des conséquences des troubles bucco-dentaires qu'on peut avoir. C'est souvent des patients qui viennent avec des états dentaires très dégradés et des maladies bucco-dentaires très avancées. Est-ce que vous avez l'expérience de travail, d'équipe pluridisciplinaire sur ces sujets-là? Parce que pour prendre autour d'un même patient, une coopération entre le psychiatre, le dentiste, d'autres professionnels de santé qui sont autour du patient, quoi, pour améliorer finalement cette prise en charge globale. Oui. Alors, il y a des réflexions autour de l'accompagnement, de l'approche comportementale, de la préparation aux soins. Donc, ça, bien évidemment, et ça, c'est les équipes soignantes qui font le travail en amont pour expliquer, de rappeler le rendez-vous, la nécessité du rendez-vous, le relancer, restimuler les patients au quotidien pour leur hygiène bucco-dentaire, mais corporelle en règle générale. C'est un travail aussi avec les psychiatres pour trouver le bon dosage en termes de pharmacopée pour essayer de réduire l'anxiété liée aux soins. C'est d'avoir un dialogue aussi nourri avec les psychiatres pour essayer d'ajuster certains traitements antipsychotiques qui, quand cela est possible, pour éviter les effets secondaires induits. Et puis, travailler aussi sur la réhabilitation sociale, l'empowerment, la capacité d'agir, retrouver cette capacité d'agir à ces personnes. Et je pense que les chirurgiens dentistes ont un rôle, en redonnant le sourire aux gens, c'est une façon aussi de favoriser la réinsertion sociale de ces personnes. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et comment se réinsérer socialement si on a un sourire édenté qui est source de stigmatisation? Sans parler qu'on peut aussi avoir des problèmes de nutrition qui sont liés à ça et qui ne vont pas arranger les choses. Complètement. Alors, on arrive vers la fin de notre petit webinaire. Donc, il y a une conclusion, puis moi j'ai deux questions de conclusion. Donc, vous avez on a bien compris que vous soutenez, on est d'accord, sur la nécessité de fournir des soins dentaires adaptés aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et de faciliter l'accès à ces soins. Mais moi, j'avais deux questions. La première, c'est qu'il faut former les gens, et donc, est-ce que il existe aujourd'hui des formations, alors initiales et continues, à la fois pour les jeunes praticiens là, qui sont à l'école et puis les autres. Et puis la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on anticipe finalement la venue d'un patient difficile? Alors, pour le volet formation, dans le cadre de la formation initiale, dans le cadre du cursus des études d'odontologie, on a un internat, et une des filières de l'internat est la médecine bucco-dentaire, qui est une discipline qui se destine, pas que, mais en partie à la prise en charge des personnes en situation, on va dire, à besoins spécifiques. Oui. Donc, ça inclut forcément les personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc, c'est une spécialité dans le cadre de la formation initiale qui conduit à la prise en charge de façon spécifique à ces personnes. Je pense qu'il y a un besoin de renforcer la formation initiale dans ce domaine aussi.
Et puis, il y a aussi des DU. J'ai moi-même mis en place un DU sur la prise en charge des personnes en situation de handicap il y a quelques années à Besançon. Ce DU n'existe plus malheureusement. Je sais qu'il en existe un à Besançon. Il peut y avoir des formations perlées qui existent, de formation continue. Pas suffisamment à mon goût. Je pense que si chaque chirurgien dentiste investissait dans le cas de l'handicapé psychique, on aurait probablement moins d'attentes pour la prise en charge de ces Alors, je personnes. crois savoir que vous avez monté une structure de simulation à Tours pour les dentistes. Est-ce que vous intégrez aussi des simulations sur ces prises en charge un peu globales, à la fois techniques et comportementales, pour exercer vos jeunes professionnels à la prise en charge du handicap au sens technique, enfin physique, mais aussi mental, puisqu'il y a c'est aussi des compétences non techniques qu'il faut aussi acquérir dans ce domaine? Alors, j'ai envie de dire que les compétences techniques, globalement, nos jeunes confrères les ont. Ce qu'ils n'ont pas, c'est les codes pour travailler, enfin, la relation, Oui, les problèmes relationnels, enfin, oui, la relation de soins, la meilleure façon d'engager la relation de soins avec ces types de patientèle. Et effectivement, dans le cadre de travaux simulés, on travaille avec nos apprenants sur des scénarios qui permettent de mettre en situation nos étudiants sur comment aborder les personnes avec un handicap psychique, un handicap mental, comment s'appuyer sur un accompagnant. Donc, bien sûr, ça fait l'objet de travaux de simulation et c'est très important pour, comme on dit toujours en simulation, jamais la première fois sur le, sur le malade. Et ça permet, comme pour les patients, de démystifier ces questions de prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc oui, c'est essentiel de travailler sur ces modes alors c'est d'apprentissage. bien pour les jeunes, mais pour nos confrères qui sont déjà en exercice, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ce type de formation? Eh ben, ce serait une bonne idée. Voilà, c'était un appel à candidature, un projet sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça peut être utile à tout le monde. Je parle de ça parce que nos confrères médecins font aussi beaucoup, enfin, on leur ouvre aussi de la stimulation aux compétences non techniques, c'est-à-dire à la relation avec le patient. Et Dieu sait s'il y a besoin dans ce domaine, hein, parce que les plus anciens d'entre nous, on n'a pas forcément été formés dans ce sens à la faculté. Et donc, sur la partie anticiper la venue d'un patient, est-ce qu'il y a des méthodes pour anticiper, pour savoir à l'avance quand on va devoir recevoir un patient qui présente une difficulté particulière, sauf à ce qu'ils vous le disent, mais enfin, c'est pas toujours évident. Oui, c'est pas toujours évident, mais bon, c'est l'objet aussi de la première consultation, hein, que de clarifier d'abord l'objet de la consultation et puis le profil du patient, ce qui permet ensuite, dans un second temps, de se rapprocher des prescripteurs psychiatres notamment, du médecin généraliste qui est souvent en première ligne sur ces patients, de se rapprocher des structures d'accueil si c'est des patients qui sont en structure d'accueil, en tous les cas de faire cette enquête, on va dire, pour se rapprocher, pour avoir une vision périphérique ou à 360 degrés du patient qu'on a sur le fauteuil. C'est indispensable pour avoir une prise en charge la plus efficace possible. Moi, j'en retire de tout ça que quand on prend en charge ces patients difficiles, il faut avoir un peu de temps quand même. Oui, quand même. Vous aviez un mot de la fin à nous dire, puisqu'on arrive vraiment au bout de notre conférence. Qu'est-ce que vous nous diriez vraiment en conclusion de tout ça? Le message que vous voudriez faire passer, ce serait quoi? J'ai envie de dire que la prise en charge du handicap ne devrait pas être un problème, à mon sens. Si la formation initiale était faite comme il se doit, ne devrait pas être un problème, ne doit pas être un problème. Tout patient a besoin d'être pris en charge. Opposer un manque de compétences ou une ignorance de ces sujets, pour moi, c'est pas une excuse. Voilà. Donc, la formation continue est faite pour ça. Et que pour moi, c'est essentiel de prendre ces personnes Oui, au même titre que les autres, quoi. Il n'y a même pas de sujet, quoi. Hein. déontologiquement ou éthiquement, c'est l'équité, hein, de tout ça. Oui, absolument. Voilà.
exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur Denis, pour cette conférence, cette heure de discussion sur ce sujet, quand même un sujet intéressant parce qu'il n'est pas souvent abordé finalement. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Donc je vous l'ai dit, hein, vous pouvez récupérer le PowerPoint à la fin du webinaire et puis le revoir autant que vous voudrez, parce qu'il va être est enregistré, et en parler autour de vous pour qu'il soit plus vu. Donc voilà, ben merci à tous et puis Merci beaucoup, merci à vous. à une prochaine fois pour ceux qui nous suivent régulièrement. Merci.